Entre mer des Caraïbes et océan Atlantique, la Martinique a des airs de petits paradis. Sur son territoire, elle offre à voir une multitude de paysages. Il reste des endroits cachés, encore méconnus des visiteurs, comme la route de la Trace, l'une des routes mythiques de l'île. Cette route exceptionnelle de 40 km de long relie Fort-de-France au nord-est de la côte atlantique. Elle serpente au cœur de la forêt, à travers le relief le plus escarpé de l'île. La route de la Trace doit son nom aux sentiers ouverts par les esclaves en fuite dans la forêt. On appelle ces chemins des traces. C'est l'une des routes les plus sauvages de Martinique. Maurice Henry est vulcanologue. Depuis 20 ans, il se passionne pour cette route mythique. Je peux utiliser le terme belle parce que c'est une des rares possibilités de traverser la forêt tropicale. Même si effectivement le bord des routes a été aménagé pour tracer la route, c'est quand même en Martinique un moyen de traverser la forêt de la pluie. À partir d'un certain moment, sur la route de la Trace, il n'y a quasiment plus d'habitation, il n'y a plus que la route et la forêt. Au début du XVIIIe siècle, les jésuites ouvrent une voie au cœur de la jungle tropicale. Un travail colossal pour contourner les pitons du Carbet et l'imposante montagne Pelée. Ces volcans sont une succession de pics qui culminent à plus de 1300 mètres d'altitude. Ils rendent quasi impossible la traversée du nord de l'île. Il faut imaginer des zones impénétrables et dans lesquelles il fallait s'avancer, utiliser le profil des pentes, franchir des ravines. C'est pour ça qu'on a gardé le mot trace. C'était d'abord pendant très longtemps une piste qui permettait de rejoindre par l'intérieur des terres de Fort-de-France à Saint-Pierre. On se déplaçait à pied et quelquefois rarement à cheval, très peu. La route de la Trace débute ici, à 7 km au nord de Fort-de-France. Voici l'église du Sacré-Cœur de Balata. Ce qui est particulier, c'est que de loin, les gens pensent à Montmartre. On voit la forme de coupole qui est relativement rare chez nous. Et on voit également que c'est un bâtiment qui correspond chez nous aussi à l'époque du ciment armé. On le voit en constatant depuis l'entrée, les coupoles successives. Certaines chapelles extérieures sont dédiées au Sacré-Cœur. Avec ses coupoles, ses chapelles latérales et son dôme byzantin, c'est une copie quasi conforme du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. Construite en à peine un an, elle est inaugurée en 1925 devant plus de 10 000 fidèles. Pour nous, à l'époque, quand on a construit l'église, c'était vraiment l'intérieur des terres, la campagne. Et donc il fallait venir ici, c'était à pied que venaient les gens. Et quand il y avait un pèlerinage vers ce lieu, ils quittaient Fort-de-France très tôt le matin avant de rejoindre ce qui est devenu le Sacré-Cœur de Montmartre. Quelqu'un qui emprunte la route de la Trace, qui va s'enfoncer dans la Martinique, dans la forêt tropicale, le Sacré-Cœur de Montmartre constitue une étape importante lorsqu'on essaie de découvrir la Martinique à travers la Trace. Appelée aussi Nationale 3, la route de la Trace serpente dans la jungle à plus de 600 mètres d'altitude. Elle nous mène à travers l'histoire de la Martinique. Alors nous sommes donc sur une partie de la route qui a été construite donc dans les années 30 et là nous arrivons au tunnel, un des rares tunnels par lesquels passe une route à Martinique, et ce tunnel qu'on appelait le tunnel de la Carrière a été ouvert en 1935-36 et il constitue un ouvrage d'art important sur cette portion de route entre les Deux Choux et Morne-Rouge. C'est le moment également dans l'histoire de la Martinique où les machines ont commencé à remplacer les femmes. Parce que jusqu'à cette époque et jusqu'à ce tunnel, c'était des femmes qui transportaient des pierres qui ensuite étaient utilisées par les cantonniers qui construisaient la route.
Les volcans, comme les pitons du Carbet ou la montagne Pelée, ont façonné l'île. Au fil des éruptions, des ravines et des canyons se sont formés. Leur relief particulièrement découpé et la végétation très dense rendent leur accès très difficile. Certains en ont fait leur terrain de jeu. Sophie Sutter habite la Martinique depuis plus de 15 ans. Elle est guide de randonnée et de canyoning. Nous sommes dans la forêt du Morne-Vert, à quelques kilomètres de la route de la Trace. Aujourd'hui, Sophie guide un groupe de randonneurs dans les canyons. Bon allez, premier petit rappel, on arrive là. Venez, venez. Et les rappels en canyon, à la différence de l'escalade, c'est qu'on a des parois qui sont glissantes, donc il faut bien faire gaffe à toujours avoir ses pieds les plus à plat possible. Voilà, très bien. Essayez d'être fluide, équilibré, très bien, c'est parfait. J'adore ça. En plus d'être un métier, c'est une passion, quoi. Donc déjà le contact avec les gens, c'est bien sympa. Et puis le côté technique aussi du canyon fait que c'est super agréable de pouvoir apprendre des choses aux gens, quoi. Et puis surtout dans un environnement comme celui-là, hein. C'est quand même super beau, quoi. La forêt est tellement belle. Le groupe continue sa descente vers la rivière. Là, on va avoir un petit toboggan. Tout petit, hein, mais où on va commencer à se mouiller. On profite un peu du temps qu'on a pour faire des vacances sportives, s'occuper un peu, c'est sympa. On retrouve la nature. Ces montagnes et ces forêts sont le cœur vert de l'île. C'est un des endroits les plus préservés de la Martinique. Le Morne-Vert n'est pas très connu parce que c'est un village qui n'est pas sur la route, donc il faut venir y faire quelque chose. Et effectivement, le canyon, la randonnée, c'est des activités qui sont spécifiques au Morne-Vert. Donc le petit bégonia à l'oseille bois qu'on utilise contre la fièvre. C'est une feuille de bégonia, c'est de l'oseille bois, on appelle ça ici. Et en fait, les anciens l'utilisent beaucoup avec une autre plante qu'on appelle l'herbe à miel. Et on fait une infusion qui permet de faire baisser la fièvre. Donc c'est super efficace, c'est super bon. Ça a un petit goût de pomme verte, c'est un petit peu acidulé, c'est très sympa. Après 2h30 de marche, de saut et de rappel, les randonneurs arrivent au bout du sentier. La forêt est difficile d'accès. La rivière, c'est justement un endroit qui est ouvert et qui permet de descendre facilement au cœur même de la forêt. Après, il y a des endroits qui sont plus difficiles parce qu'il faut poser des rappels. Mais justement, le canyoning permet cette découverte de la forêt qui est tout juste magique, quoi. Grâce à ces rivières d'eau douce, cette région montagneuse de l'île s'est développée. Ces traditions sont préservées par des passionnés. Guy Ferdinand est chef cuisinier. Il sillonne la région régulièrement. C'est un ami à moi, on travaille ensemble depuis 10 ans maintenant. Il a fait un super produit que nous on vend. On fait 2 tonnes de ces écrevisses chaque année. C'est un produit magique et c'est bio. Le chef a créé ici un véritable réseau de producteurs locaux. Pour ce farouche amoureux de son île natale, c'est une manière de défendre le terroir de sa région. Ce matin, il se rend au Morne-Vert chez André Mangatal, l'un des derniers producteurs d'écrevisses de Martinique. Salut André. Salut Guy. Comment ça va? Ça va. Je viens chercher quelques écrevisses et puis un petit peu de miel pour la recette du jour. Dans ces rivières, on pêchait traditionnellement de grosses crevettes d'eau douce, appelées ici des habitants. En raison de la pollution, elles ont aujourd'hui quasiment disparu. Depuis 25 ans, André Mangatal fait revivre cette tradition martiniquaise du crustacé. Je suis tombé dedans quand j'étais petit.
Dans les rivières, je jouais avec les crustacés et je tentais les poissons et les crustacés, j'essayais de les reproduire. Ça ne pouvait pas marcher pour une raison que j'ai apprise à l'âge adulte, c'est que je ne maîtrisais pas le cycle. Ce n'est qu'après, bien avant Internet quand même, mais il y a une littérature sur ça, que j'ai compris le cycle de l'écrevisse. Enfant, je ne savais pas et j'ai essayé. Aujourd'hui, André Mangatal produit en aquaculture plus de 10 tonnes de cette espèce d'écrevisse par an. Une véritable renaissance du crustacé en Martinique. Il y a deux approches de l'écrevisse. Il y a les gens qui découvrent maintenant dans les villes et tout ça. C'est un bonheur qu'ils le découvrent. Et puis il y a les paysans qui étaient attachés à leur crustacé d'autrefois, qui n'ont pas oublié et qui sont trop contents d'avoir ça. Voilà, tiens. Ouais, je te disais, donc on sera 60 kilos semaine. On va suivre. On va prendre son rythme. Avec les Chaque semaine, Guy Ferdinand commande environ 60 kilos d'écrevisses à André Mangatal. Elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. Voilà. Alors celles-là, on les prépare depuis l'année dernière. Ça veut dire que là, en ce moment, on est en train de préparer Noël 2016. L'écrevisse est très supérieure à la langouste. Il y a une douceur en côté craquant qui est absolument délicieux que la langouste ne donnera jamais. Ouais. Là, il doit y avoir à peu près 10 kilos. Ok. Ouais, là, oui. Elle ne sait faire que ça, mais elle le fait très bien. Le dissoudre dans du rhum vieux, mais pour garder assez de... Avant de partir, le chef veut récupérer une autre production d'André, précieuse et surtout locale. C'est du miel que fait André, il parle aux abeilles aussi. Il parle aux écrevisses, mais il parle aux abeilles. La qualité, tu vois ça, c'est... C'est le miel comme on le faisait autrefois, à l'époque où on pressait les rayons à la main. On a gardé tout, on ne fait rien d'artificiel. On n'a que du miel sur des essences sauvages. Il n'y a aucun champ qui est butiné, par exemple. C'est toujours la montagne, la grande montagne qu'on voit autour de nous. Et ça donne ce miel extraordinaire. C'est une récompense de voir le produit magnifié comme ça. On voit pourquoi on a travaillé, c'est un vrai bonheur. Il peut se comparer à rien, c'est bon. Vraiment unique. Non, c'est vraiment très aromatique. Ouais. On va essayer d'enrober les écrevisses avec un petit flambage au rhum vieux en finale. Ça devrait plutôt bien se passer. Sur les pentes de la montagne Pelée, les terres sont fertiles et l'ensoleillement quasi constant. Des conditions idéales pour la culture de la canne à sucre. Introduite aux Antilles au XVIIe siècle, la canne à sucre indissociable de l'esclavage en Martinique a longtemps fait la richesse de l'île. Elle donne du sucre bien sûr, mais elle sert surtout à fabriquer l'un des emblèmes les plus connus, le rhum. On compte aujourd'hui plus d'une dizaine de distilleries sur le territoire. Parmi elles, à quelques kilomètres du Morne-Vert, voici la rhumerie Naisson, l'unique entreprise familiale de l'île. C'est ici que Guy Ferdinand a rendez-vous ce matin. Là, monsieur Grégo. Grégory Vernant est le propriétaire de la rhumerie. C'est aussi l'un des descendants des fondateurs de l'établissement, qui date de 1932. Je sors de chez André, j'ai récupéré des écrevisses, des king size qu'il fait. Et je les aurais bien fait flamber avec un petit rhum vieux. Ouais, à ce moment-là, on peut faire un essai avec la réserve et l'extra vieux. Je te laisse 2 échantillons et puis tu me dis ce que t'en penses. Ok, d'accord, on va voir ça. Allez, bonne. Toujours à la recherche de nouvelles recettes, Guy tente aujourd'hui le mariage parfait entre un rhum vieux de Grégory et les écrevisses d'André. Alex va nous faire le prélèvement du 17 novembre 2000. Guy goûte un rhum vieux exceptionnel de 15 ans d'âge. Ça c'est bon. Ah ouais. Tiens, moi je veux bien, ça je veux bien. Hein. Ça sur les écrevisses, je te dis, on flambe à table. Dans ces produits-là, il n'y a pas du tout d'ajout de caramel ou de sucre. Donc on va d'abord surtout utiliser du bois neuf pour amener une certaine coloration. Faire attention à ne pas le laisser trop longtemps, maximum 3 mois, pour ne pas emmener une certaine amertume dans le bois.
Mais cette formule-là va plaire. Hein. Chez nous, on aime bien les produits féminins. On aime bien les produits équilibrés, ce que les Américains appellent the blend, c'est-à-dire l'équilibre parfait entre le fruit et le bois. C'est bon. Par contre, tu me fais boire à 8 h du matin, ça c'est pas top. Moi, c'est pas boire, ça, on a goûté. Nous sommes voisins, nous sommes copains d'enfance. C'est pas mauvais ce qu'il fait quand même. Faut dire ce qu'il est, c'est pas mauvais. Et je trouve que, enfin voilà, sur les arômes qu'on retrouve ici, il fait des choses d'exception. C'est le terroir, c'est la chaleur du Carbet. Ce qui veut dire, on va avoir des arômes ici qui seront concentrés que sur le Carbet par rapport au soleil. On a 98% d'ensoleillement qui nous change par rapport à tout le reste de l'île. Nous allons jusqu'au Carbet, où le restaurant de Guy est installé directement sur la plage. On va faire une nouvelle recette, on va marier les écrevisses d'André avec le miel d'André et un petit peu de soja et un petit peu de rhum vieux. Voilà, donc on va les ébouillanter pour garder la qualité, il faut les travailler vivantes. Je sais qu'on va attendre donc qu'elles deviennent complètement rouges. Quand elles sont rouges, c'est qu'elles sont cuites. Le chef rajoute une épice typiquement martiniquaise, le piment végétarien. Ça a le nez d'un piment, mais par contre, c'est pas fort. Mais par contre, c'est très très aromatique. L'écrevisse d'André, elle est vraiment excellente au goût. Donc on va essayer de garder le plus possible la texture et son goût. Et on retourne là-bas. Voilà, presque. Elles ont déjà bien changé de couleur, mais il en manque un peu. On est pas mal là, non? Hein? Voilà nos petites écrevisses. Voilà nos bêtes. Alors on va essayer de travailler gentil. Puis vient le moment de flamber les écrevisses. Du wom, élément indispensable de la cuisine martiniquaise. Enfin de la vie tout court, je crois. Ben voilà le petit miel d'André. Tu vois, ça flambe bien. Et maintenant, un petit peu de miel de chez André. Alors maintenant, on va l'aromatiser. Dernière touche du chef. Ça, c'est le bon d'Armonjac, c'est le piment qui rigole pas. Ça, c'est... Voilà comment on va l'utiliser. Tu vois, on va juste venir amener. Et voilà, donc les écrevisses d'André Mangatal, flambées au rhum vieux de chez Nesson, avec une petite purée épicée de chez nous. On va goûter. On va goûter parce que je peux goûter en premier, c'est ça? Alors, fais voir. Guy est le premier à tester sa nouvelle recette, 100% locale. La première critique. La critique. Non, c'est parfait. La carie est un petit peu ferme. Mais là, tu vois, le fait de ne pas les mélanger, tu vois, de les superposer, tu vois, nous permet d'avoir vraiment un parfum, des épices. Et puis là, tu vois, c'est les épices. Il n'y a pas ça ailleurs. Donc ils peuvent copier la recette, mais ce parfum-là est propre à la Martinique. Nous reprenons la route de la Trace en direction du départ de l'un des sentiers pédestres les plus connus de Martinique et qu'on appelle la Trace des Jésuites, qui doit son nom aux religieux qui parcouraient la région au XVIIe siècle. Ce sentier de randonnée est l'un des plus remarquables de l'île. Rémi Falampin est guide spécialiste de la montagne tropicale. Il parcourt cette région depuis plus de 20 ans. On est en pleine forêt hygrophile, ce qu'on appelle la forêt de la pluie. Là, il va pleuvoir 4 à 6 mètres d'eau dans l'année. C'est pour ça qu'on va trouver des fougères arborescentes, plantes primaires, une des plus vieilles, avec des grosses feuilles, des feuilles exubérantes, des arbres qui peuvent monter jusqu'à 35 mètres de haut, beaucoup de bois rivières et quelques gommiers blancs. Le bégonia sauvage, le bégonia obliqua, 3 sortes de bégonias qui poussent naturellement dans la forêt. Donc là on a une jolie petite fleur, ici, on appelle ça bois cabri. Donc là après
On appelle aussi ces bois allumettes parce que c'est rouge et jaune comme les premières allumettes qui sont arrivées aux Antilles. L'origine c'est pois cabri, parce que là on voit les fruits. Les petits cabris, ils adorent manger les petits pois qui sont là. Les volcans du Carbet arrêtent les nuages et font tomber la pluie. C'est l'une des régions les plus humides de l'île. La végétation y est unique. On l'appelle la forêt de la pluie. Sur ces terres volcaniques, humides, la biodiversité est remarquable. On y recense plus de 1700 espèces végétales, dont plus de 200 fougères arborescentes. On y trouve même parfois de nouveaux venus. Regardez un petit acatine. Ces escargots n'étaient pas là il y a 30 ans, d'après le dire des anciens. Un escargot qui vient d'Afrique. Donc il y en a un petit peu partout, hein. Ça arrive aux Antilles il y a une trentaine d'années. Acatine, ça peut être gros comme ça. Hein. Les très très grands peuvent faire jusqu'à 25 cm. Ah, voilà, nous voilà au joli point de vue, au départ de la randonnée. Donc là on aperçoit la montagne pelée sous les nuages. La vieille dame a mis son cache-nez. En dessous on a le bourg, morne rouge. Par la suite derrière nous on a le Mont Jacob qui est sorti il y a 5 millions d'années. Et sur les deux côtés de la pelée, à droite là-bas en fait il y a la mer, l'Atlantique, et à gauche on a la Caraïbe. Là on est au début de la randonnée, au point de vue, et ensuite on va redescendre gentiment vers la rivière. Feuille en dentelle, où tu vois toutes les petites veinures de la feuille. Elle est en décomposition, hein. Si rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rigolo, hein? Dans cette région de la Martinique, le flanc des montagnes est souvent balayé par les nuages. Pour survivre, la végétation fait preuve d'imagination. Voilà, on arrive à un joli endroit où il y a beaucoup d'humidité. Les nuages passent ici et donc on retrouve la mousse qu'on voit sur les arbres ici, hein, qui est en fait ce qu'on appelle la barbe à béquet. C'est comme la barbe de blanc. Hein. Hop, les anciens descendants des colons qu'on appelle les béquets aujourd'hui. C'est une mousse qui vient s'installer comme ça sur les arbres, hein, et qui vient descendre pour qu'ils capturent l'humidité quand les nuages passent dans ce coin-là. C'est dans cette forêt d'arbres géants que Rémi Falampin nous fait découvrir l'un de ses préférés. On va faire voir un des arbres les plus emblématiques qu'on a aux Antilles, le gommier blanc. On le reconnaît parce que son fût est bien droit et ça fait partie des arbres dominants qui peut monter jusqu'à 35 mètres de haut. Et les anciens, les premiers hommes, hein, ils s'en servaient pour tailler les pirogues dedans. On faisait des très grandes pirogues pour 10-20 personnes. On taillait l'arbre ici, on le creusait ici, ensuite on le mettait dans le feu pour élargir un petit peu la pirogue et pour qu'elle soit plus résistante. Et après le gros boulot, surtout quand c'était une pirogue de 10 personnes, hein, qui faisait plus d'une tonne, hein, il fallait la sortir de la forêt pour la ramener bord de mer. Et là c'était l'enfer. Les arbres de cette forêt n'ont plus de secret pour Rémi. Là on récupère nous la sève pour boucher les trous des pirogues. C'est-à-dire on mettait un peu de coco, de fibres, on faisait chauffer la sève qui devient toute noire. Ça s'appelle la quina en amérindien et ensuite on bouche comme du goudron. Hein, en plus ça sèche, ça durcit, ensuite voilà, le trou est réparé. Donc gommier blanc, un arbre qui est très important pour nous et puis un des plus jolis, un de mes préférés, parce qu'il sent bon et qu'on fait plein de choses avec. Ici, l'eau est abondante. On dénombre plus de 160 rivières et 70 cours d'eau principaux en Martinique. Ils coulent en majorité sur la partie nord de l'île. Alors là on arrive, petit affluent, sur la rivière du Lorrain. Donc en fait elle prend sa source au Mont du Lorrain et elle descend comme ça jusqu'à l'extrême nord de la Martinique, hein, la commune qu'on appelle le Lorrain. Ce qui est le plus dangereux aux Antilles, hein, c'est les glissements de terrain et les crues. Et en ce moment on est en saison des pluies, donc il faut faire bien attention. Donc le problème, on le voit tout de suite de toute façon, hein. Dès qu'on va regarder la rivière, si l'eau commence à être marron
et qu'on voit des feuilles arriver en surface, il faut quitter le lit de la rivière en moins de 5 minutes parce qu'une crue peut arriver. Ici, il peut très bien faire beau, comme aujourd'hui, on a du soleil, mais en haut, il peut pleuvoir. Les arbres ont pu tomber dans la nuit, ça fait une retenue d'eau et quand l'arbre s'en va, et ben forcément, on a une grosse vague qui s'engouffre ici et on peut partir. Aujourd'hui, ça va parce que l'eau est bien claire. Nous suivons toujours la route vers le nord dominée par l'impressionnante montagne Pelée. Sur les pentes du volcan, la forêt abrite un écosystème particulier. Cette remarquable biodiversité a ses défenseurs. Patrick Maréchal et Régis Delannoy sont naturalistes. Ce matin, les deux hommes font une sortie de terrain près de grandes savanes, à l'ouest du volcan. Tous les deux mènent une étude sur les insectes de Martinique. Ah bah voilà, il y a des choses là. Des acteurs souvent sous-estimés et pourtant essentiels à l'équilibre de la forêt. Ils régulent toutes les autres populations. C'est un coléoptère. Ah, il fait le mort. Tout ça, ça peut pas fonctionner sans les insectes. Et sans les araignées, et sans les escargots. Voilà, c'est un ensemble. Voilà. Patrick Maréchal est arachnologue, c'est-à-dire spécialiste des araignées. Depuis 10 ans, il étudie la matoutou falaise, une mygale endémique et rare de Martinique qui niche dans les arbres. Ah oui, magnifique. Elle est belle celle-là. Elle est habitée? Elle est dedans, mais elle est partie au fond et j'ai l'impression que c'est bien profond. Là, ça doit être bien creux jusque... Oui. C'est une loge fraîche, bien entretenue, donc manifestement habitée, mais on ne la verra pas parce qu'elle est vraiment tout au fond. Et dans ces arbres, là, souvent, ça peut aller assez loin, quoi. 30 cm. Donc là, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose avec cette loge-là, sinon l'admirer parce qu'elle est pas mal. Oh, tiens, regarde ta main, t'as vu, il y a un escargot. Ah oui, il y a un escargot. Superbe. Ah oui, un bébé bleu mouton. Régis Delannoy, lui, est spécialiste des escargots. Toutes les semaines, il arpente, muni de sa machette, les forêts humides du nord de l'île, propices aux mollusques. On cherche sous les feuilles, on essaye de trouver les petites cuvettes où il y a un petit peu d'humidité. Et là, à ce moment-là, on peut en trouver. Voilà, il y a ma cocotte. Voilà, il y en a. Voilà, c'est très bien ça. Ah oui, il y en a plusieurs même. C'est le plus grand pleurodonte de la Martinique. Ils aiment bien vivre sous les feuilles mortes. Grâce à son climat tropical, la Martinique est un formidable réservoir d'insectes et de mollusques. On y trouve 22 espèces endémiques d'escargots. Parmi eux, un escargot rare aux couleurs étonnantes. Donc, il s'appelle Drimaeus multifasciatus. Il est endémique de la Martinique. Et donc, c'est le seul escargot de la Martinique à avoir le corps bleu. C'est formidable, hein? C'est un mollusque qui est rare à observer. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il sort plutôt la nuit et le matin de bonne heure. Donc là, on a vraiment une chance inouïe du fait que c'est légèrement ombragé. Donc on peut les observer. Puis voilà. Donc là, on a la chance. On a même un tout petit ici, hein, un tout petit bébé. Patrick Maréchal, de son côté, est toujours à la recherche de la fameuse matoutou. Pour l'instant, pas de traces, mais ça va venir. Ce ne sont pas des bêtes très courantes. D'abord, elles sont relativement localisées sur le territoire. Et dans les zones les plus propices, on est de l'ordre de 15 à 20 individus à l'hectare. Donc c'est pas énorme. Après une heure de recherche, le naturaliste trouve enfin un nid de matoutou que l'on appelle une loge. Ah, bah en voilà une belle. Et puis elle est sortie de sa loge. On prend le frais, ma mère? Ah oui, elle est magnifique. Ça c'est sa loge, hein. C'est donc une loge assez typique de ce que font les matoutous, donc qui utilisent un petit renfoncement dans un tronc et elle fait donc ce tissage en loge.
Et c'est souvent quelque chose en forme de tube percé aux deux extrémités. Donc là, elle est à moitié sortie vers le bas, mais il y a une sortie aussi vers le haut. On les trouve toujours dans les arbres. Ce sont des bêtes arboricoles, donc forcément dans les arbres. Alors dans les arbres ou disons en hauteur, quoi. Ça peut être aussi sous un toit de charpente, hein, dans une habitation. La matoutou n'est pas une chasseuse avec piège, avec une toile piège comme d'autres araignées. C'est une chasseuse ce que les Anglais appellent sit and wait, c'est-à-dire qu'elle est à l'affût, à l'entrée de sa loge par exemple, elle attend et elle va attraper ce qui passe. Donc ça c'est bien une belle femelle, une jeune femelle, c'est-à-dire une femelle de l'année. C'est une bête qui a dû naître il y a 2 ans. Puis elle est gracieuse quand elle se balade comme ça, moi j'adore. Cette matoutou a atteint l'âge adulte et mesure environ 10 cm. C'est une bête qui est évidemment dangereuse pour ses proies, mais pour l'homme, elle est inoffensive, même si on peut se faire mordre, évidemment. Elle a la possibilité de mordre, mais le venin n'est pas toxique pour l'homme. Depuis 1995, la matoutou est protégée par un arrêté préfectoral qui interdit sa capture en Martinique. Elle fait pourtant l'objet de nombreux trafics. Patrick Maréchal se bat pour renforcer encore plus sa protection. Elle fait partie du patrimoine de l'île et en plus c'est une espèce emblématique. Vous l'avez dans tous les guides touristiques, vous l'avez, enfin voilà, elle est utilisée de plus en plus comme un des symboles de la Martinique. Il y a un côté fierté de notre patrimoine naturel ici pour cette espèce-là. J'aime les araignées depuis que je suis gamin, mais cette bête-là, il y a sa grâce, il y a sa beauté, il y a son esthétique, il y a tout ça qui fait que oui, c'est une de mes préférées. Dans quelques mois, une fois leur étude terminée, les deux naturalistes espèrent faire inscrire la matoutou sur les listes nationales d'espèces protégées. Les volcans de la Martinique ont marqué l'histoire de l'île. En mai 1902, l'éruption de la montagne Pelée tue près de 30 000 personnes en moins de 2 minutes et détruit entièrement la ville de Saint-Pierre. Quelques mois plus tard, la ville du Morne Rouge est détruite à son tour par une éruption qui fait près d'1 millier de victimes. C'est aussi au Morne Rouge que la trace quitte la jungle tropicale. Nous retrouvons Maurice Henry au Morne Balisier, dans les hauteurs du Morne Rouge. Tout le monde savait, en prenant cette route, qu'ils arrivaient vers Saint-Pierre, vers la montagne Pelée, mais il y avait en plus cette sensation d'ouverture vers un paysage, de découverte du ciel, des nuages et de la nature dans son ensemble. Puisque c'est un des endroits, au terme de ce parcours de la trace, où on voit la montagne Pelée dans son ensemble. Ce Morne Balisier joue un rôle important dans l'histoire de la compréhension de la façon dont se sont déroulées les éruptions de la montagne Pelée. C'est ici, en voyant ce morne, après l'éruption du 30 août qui avait détruit le Morne Rouge, que Alfred Lacroix a constaté que le sommet de ce morne, là où nous nous trouvons en ce moment, était resté vert, alors que la commune elle-même était ravagée. Et il a compris par conséquent que le matériau qui avait été expulsé de la montagne Pelée était quelque chose qui avait rampé sur le sol. Et c'est ainsi qu'il a dénommé cela, dans un premier temps, la nuée rampante, puis ensuite la nuée ardente, qui est admise aujourd'hui par le vocabulaire de tous ceux qui parlent de volcan et de volcanisme. Il faudra plusieurs années à la ville du Morne Rouge pour se reconstruire. On y rebâtit au début du siècle l'église Notre-Dame de la Délivrande, ou encore le calvaire du Morne Balisier, composé de 14 petits tabernacles. Ces lieux de culte sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage. Le lendemain matin, sur les hauteurs du Morne Rouge, nous retrouvons Rémi Falampin, le guide de montagne. Nous sommes au départ du sentier de l'Aileron, qui mène au sommet de la montagne Pelée. On va prendre un deuxième enrochement, on va arriver sur le plateau des Palmistes. Là, c'est relativement plat. On aura déjà pris 400 mètres de dénivelé positif, c'est-à-dire la moitié de la randonnée. À grimper, on y va? C'est parti? Allez, let's go! C'est parti, grand. On
attaque ça. Alors tranquille, tu respires bien. Expire avec le nez, t'expires 2 fois plus longtemps, histoire de... Rémi est aujourd'hui accompagné d'un étudiant pour lui faire découvrir la flore particulière des flancs de la montagne Pelée. Son sommet, qui culmine à 1397 mètres, est caché dans les nuages plus de 200 jours par an. Qui remonte à 150 millions d'années, 2 grandes espèces, fougères blanches et fougères noires. Au-dessus de 800 mètres d'altitude, la forêt est noyée dans le brouillard. Les arbres y sont peu élevés. Ici, voilà, on va trouver une végétation sommitale. Pourquoi? Parce que sur la Pelée, il pleut 8 mètres d'eau, avec des records qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Donc on trouve une végétation particulière qu'on appelle forêt d'altitude, forêt sommitale ou en créole, forêt rabougrie, parce qu'il est tout petit. Hein. Donc on va grimper, on aura des plantes exceptionnelles qu'on verra que sur la Pelée. Regarde, ça c'est l'arbre, le seul arbre qu'on verra sur la Pelée, un arbuste hein, qui monte jusqu'à 5-6 mètres de haut maximum. On l'appelle l'Aralie montagne. D'accord. Des feuilles comme ça, hein, finies en plumeaux. Ouais, hein, le cordiforme. Ouais, exactement. Fougère, espèce pionnière qu'on trouve tout partout dès qu'il y a des boulis. Hein. Fougère, ouais. Fougère calumette. Alors, on va voir l'orchidée la plus commune qu'on trouve aux Antilles, l'orchidée coco. Alors là, ça sa feuille, hein. C'est pour ça qu'on appelle ça coco, parce que ça fait une feuille de cocotier. De palmier, effectivement. Exactement. Et ensuite la fleur avec ses pétales, tu vois, on va retrouver donc 1, 2, 3, et ici 1, 2, 3. D'accord, 3 devant, 3 derrière, voilà. Et là on est sûr qu'on a une orchidée. Quoi. Exactement. C'est dans une ambiance particulière que les deux randonneurs progressent. Ils amorcent la partie la plus à pic du sentier. De fortes pentes, avec plus de 400 mètres de dénivelé, rendent la progression difficile. L'enrochement, c'est parti. N'hésite pas à mettre les mains. Au-delà de 1000 mètres, la forêt laisse la place à des fourrés impénétrables et des tourbières riches en mousse. On arrive sur la crête là. Voilà, bientôt la crête. Après 4 heures de randonnée, ils arrivent enfin au sommet de la montagne Pelée. Et voilà, nous voilà arrivés, hop, en haut de l'aileron, sur la crête. Donc là, tu vois l'Atlantique, regarde, plein gaz. Et à gauche, la Caraïbe. Regarde Lucas, qu'on voyait tout à l'heure, les ananas montagne. Exactement, famille des broméliacées, donc même famille que les ananas, sauf qu'on l'avait trouvé qu'à la montagne. Donc on aura 2 sortes, le jaune et le rouge, hein, qu'on verra plus tard. Et voilà un petit goyavier montagne, ça tu vois. Alors, les fruits, ça ressemble à des goyaves, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Ouais. Et si jamais tu prends, regarde, tu peux goûter, c'est comestible, ça se mange, tu vois. Ça ressemble à des petites goyaves, et en fait c'est comestible. C'est à La Réunion hein, qui les mange, et puis en fait en regardant les sèches, j'ai vu que c'était la même espèce. J'ai goûté il y a 1 an. Bon, dans 1 heure, on saura si t'es mort ou pas. Si t'es encore là, non, ça se mange, c'est bon. Ouais, ça se mange bien. Ouais, c'est bon, hein. Donc là, nous voilà sur le bord de la caldeira, ce qu'on appelle le plateau des palmistes. Donc là, la caldeira, tu vois, elle est juste là. Là, on a jusqu'à 100 mètres de profondeur hein, pour descendre dans le trou. Hein. Voilà. Donc là, avant, elle faisait 6 km de périmètre. Hein. C'est un ancien volcan qui s'est écroulé sur lui-même. C'est ça qui fait ce qu'on appelle une caldeira. Et aujourd'hui, il nous reste 3 km 500. Moi, j'ai toujours plaisir parce qu'on a toujours des choses à voir, même si on va pouvoir s'intéresser, faire du volcanisme, voilà, volcanologie, on va pouvoir voir les petites plantes, faire un peu de botanique, voilà, faire un peu de géologie. Donc on a toujours des choses à voir. Alors après, effectivement, de toute façon, 200 jours dans l'année, ça va être comme aujourd'hui. Hein. On n'a pas de belle vue, mais malgré tout, ça reste joli.
Notre voyage continue tout au bout de la route de la Trace, au nord-est de la côte atlantique. Ici, apparaissent des grandes plaines agricoles et fertiles. Près du Lorrain, Alexandre Terne est un agriculteur passionné qui s'est lancé dans la culture durable. Il y a 25 ans, il reprend l'exploitation familiale pour en faire une des principales fermes biologiques de Martinique. Il s'inspire d'un savoir-faire agricole typique des Antilles, le jardin créole. C'est un grand jardin créole. On a des menthes poivées au nos pays. Là, nous avons une parcelle de gourgettes. Ça, c'est des poivrons. Là, c'est des lignes qui sont laissées pour planter des navets et tout ça. Des patates douces. Sur une même parcelle de terre, Alexandre Terne fait pousser plusieurs variétés de légumes. C'est le principe du jardin créole. Le principe du jardin créole, c'est que donc, ici, sous cette surface-là, on va mettre de la canne, on va mettre de l'ananas, on va mettre des poivrons. Donc, on aura tout un mix-cake de plantes qui soit donc sous une surface. On n'aura pas une monoculture, bon, voir par exemple 4 lignes uniquement de tomates. Donc, on aura des tomates, on aura des concombres, on aura un petit peu, c'est mélangé. Une tradition du jardin créole qui remonte à l'abolition de l'esclavage en 1848, lorsque des parcelles de terre sont données aux esclaves affranchis. On y cultive alors plusieurs variétés de légumes qui suffisent à l'alimentation d'une famille. Peu à peu, les jardins créoles ont disparu. On a perdu cette habitude dans les années 50 parce que donc on est entré dans une monoculture. Donc ce qu'on avait près de chez nous, donc on les a tous oubliés. Il y a eu aussi donc le baby boom où les gens sont tous partis en métropole. Donc ils ont laissé donc le rapport avec la terre. Donc ils sont tous devenus donc européens. Et maintenant tout le monde veut retourner, comme disait Césaire, retour au pays natal. Donc il dit retour au pays natal, donc refaire revivre tout ce qui a bien fonctionné dans le passé et le refaire revivre dans le monde moderne. Le jardin créole d'hier est devenu le bio d'aujourd'hui. Chaque légume attire des insectes différents qui vont s'affronter au lieu d'attaquer les plantes. Grâce à cette méthode, Alexandre n'utilise pas de pesticides. Son autre combat, cultiver exclusivement des produits de son île. Manger local, pour moi, c'est une forme identitaire quand même. Hein. C'est la marque du pays. Tu es chez toi. Moi, je suis martiniquais. Je vais donc manger les produits de mon pays, les produits de l'île. Je pense et puis donc c'est des produits qui sont innés avec nous, qui correspondent avec notre existence. Si je suis en Europe, je vais manger les produits européens. Mais je suis martiniquais. Je vais déjà, avant tout, réfléchir aux Martiniquais et manger martiniquais. Cette année, Alexandre a planté une nouveauté, la groseille pays. Rien de commun avec les petits fruits rouges de métropole. Dans les Antilles, la groseille fait partie de la famille des hibiscus. Eh bien, la groseille pays, c'est un fruit qui est très demandé en fin d'année ici aux Antilles. On fait du thé, on fait du jus. Mais bon, le gros, c'est qu'on fait de la confiture avec. On fait des gâteaux avec. Donc, pour préparer donc, le groseille, on enlève les pétales. Et la graine, on fait sortir la graine. Donc, c'est avec les pétales, avec ça qu'on prépare donc, le jus de groseille, la confiture de groseille. Donc, la graine, on peut le sécher pour faire donc, une nouvelle plantation. On a beaucoup d'agriculteurs qui ont laissé et il n'y a pas eu de reprise. Et donc les terres sont restées vides et puis les terres ont été vendues. On a eu beaucoup de divisions. On a eu aussi les terres qui ont été déclassées. Il faut dire de plus en plus on a donc une pression sur les terres agricoles avec les nouvelles résidences. Tout le monde veut construire. Donc, parce qu'on est en train de voir la disparition petit à petit des agriculteurs. Hein. Avant, un agriculteur donc, était quelqu'un, lorsqu'on n'avait pas
un très bon niveau d'études, on disait elle va faire de l'agriculture. Et maintenant on constate que c'est un métier qui est noble parce que tout le monde veut manger bien, manger sain, et c'est là le rôle de l'agriculteur reprend de la surface et redevient ce qu'il était, ce qu'il a toujours été. Je suis fier de mon travail, je suis aussi un garant du patrimoine aussi. Parce que si j'étais pas là, donc le patrimoine allait quand même peut-être loué à quelqu'un d'autre ou bien disparaître. Hein. Pour vendre ses produits aux habitants de la région sans intermédiaire, Alexandre a mis en place un système de livraison de paniers à domicile. J'ai des choux Caraïbes, patates douces, donc nous avons de la basilic. Dans ces cartons, que des produits locaux, comme ces pois d'Angole, une variété venue d'Afrique qui accompagne traditionnellement les repas de fête. Un fruit qu'on mange en fin d'année, parce que ici c'est la période de Noël, on mange ça avec du cochon aussi. Donc tu vois, le panier il est gros quand même. Hein. Et une épice de plus en plus prisée par les Martiniquais. Curcuma. On fait aussi un antioxydant qui est très puissant. Maintenant, les Martiniquais le découvrent. Mais nous le mangeons en Colombo. C'est bien bon, ils sont bien gâtés. Hein. Donc le panier fait 20 €. C'est une façon aussi de permettre aux gens de manger bio. Et si tu vas dans un magasin, tu payes ça plus que 20 € là-dedans. Hein? Ouais. Ils sont, comme tu dis, gâtés. Hein? Très bien gâtés. En fin de journée, Alexandre reprend la route. Direction la plage de Basse-Pointe afin de pratiquer son activité préférée, le surf. Ces grandes vagues en font le lieu privilégié des surfeurs en Martinique. Mais l'agriculteur a un autre combat. Faire vivre le bois flot, l'ancêtre martiniquais du surf. Un simple tronc d'arbre raconte l'histoire de la Martinique. Au XVIIIe siècle, les esclaves l'utilisent pour fuir l'île. Puis ce sont les pêcheurs qui s'en servent pour passer les vagues et aller pêcher plus au large. En 300 ans, sa forme est restée la même. Ce bois flot, c'est fabriqué avec le tronc d'arbre qu'on coupe. Il faut donc l'éplucher. C'est un bois très léger, un bois donc liège. Il faut le couper 3 jours avant la pleine lune. Je l'ai moi-même taillé, le faire comme une planche de surf, le tailler, tout ça, pour faire un peu de présentation. Et ça permet, lorsqu'on a les pêcher, et pour mettre donc les poissons dans ce qu'on appelle le craï. Donc le poisson était pêché, on le mettait là-dedans. C'est un tronc d'arbre qui a traversé l'histoire de la Martinique. Et de nos jours, il y a peu de gens qui l'utilisent. Et moi, mon objectif, c'est que ça reste toujours donc, un pan de l'histoire martiniquaise et éviter que ça tombe dans les oubliettes. C'est aussi une histoire de notre espace ici de le Grand Nord. Parce qu'on défend des valeurs locales. Le surf, c'est pas de chez nous, le surf a été importé. Tandis que ça, c'est chez nous. Cette route mythique de la Trace dévoile une Martinique qui ne demande qu'à être redécouverte.